Les transports, j'accélère un peu pour vous passer un peu en revue tout ça. Hein. Alors, chose très étonnante, c'est le phénomène des bulles temporaires. L'année dernière, il y avait plein d'overboards, des trucs là, à deux roues. Alors, il y en a qui ont brûlé, un peu comme les Galaxy Note. Je ne sais pas si l'année dernière, vous avez montré, il y a une boîte qui avait inventé un sac ignifugé pour le mettre dedans. Bah, au cas où il brûle, au moins, il ne fait pas brûler la maison, parce qu'il y a un gars qui a brûlé sa maison aux États-Unis à cause d'un overboard. Donc, en gros, il y a eu des mesures de sécurité, c'était quasiment interdit au CES d'en avoir, mais il y en avait quand même sur quelques stands. Et là, tout d'un coup, on voit plein de scooters. C'est assez étonnant. Et là, c'est un effet de mode. Tout d'un coup, on passe d'un produit à l'autre, dans la même catégorie, qui est le transport urbain, courte distance, 20-30 km de portée maximum, au niveau de l'autonomie de la batterie. Donc on voit des one-wheelers comme ça. Alors celui-là, il est sorti l'année dernière, celui-là, c'est la copie de celui-là. Parce que d'une année sur l'autre, les Chinois copient les produits. Et alors là, vous avez plein de trucs comme ça, là, à deux roues, voire à une roue chez Honda. Et c'est pas très compliqué d'imaginer qui va réussir. Parce que vous avez ce truc-là, à mon avis, qui est un peu dangereux. Je sais pas, c'est un peu rugueux. Si vous le prenez dans la tête, je sais pas, j'aimerais pas, quoi. Alors que ça fait un peu comme les tricycles aujourd'hui, les Piaggio, etc. C'est mieux carrossé, c'est pas beaucoup plus lourd que cela. Donc il y a de fortes chances que ceux qui sont mieux conçus du point de vue du design et de la sécurité fonctionnent mieux que les autres. Alors les voitures, on en voit plein au CES. Il y a un hall entier depuis des années qui est rempli de voitures. Moi j'adore voir ces jolies voitures. En gros, c'est des voitures que vous n'aurez jamais. C'est des concept cars. Alors vous avez par exemple celle-là de Toyota. La porte s'ouvre comme ça. C'est un truc qu'ils ne vendront jamais. C'est un proto. Et il y a toujours des protos dans les salons de l'auto, où que ce soit. La plus intéressante et la plus, comment dire, qui témoigne le mieux d'un phénomène de bulle en ce moment, c'est celle-là, qui est la Faraday. Faraday, c'est une boîte qui a été créée par des anciens de Tesla, financée par des Chinois. Une boîte qui s'appelle LeEco, qui est une espèce de boîte qui essaye de tout faire, qui à l'origine faisait de la vidéo en ligne, qui s'est mise à faire des téléphones, des télés, qui a racheté une marque et qui s'est mis à financer ce truc-là, en empruntant, en levant des fonds. Et les mecs, ils ont la folie des grandeurs. Ils ont fait, paraît-il, au CES un cocktail monstrueux, énorme, très luxe, Trumpesque un petit peu comme méthode. Et la voiture, elle est positionnée à 300 000 euros, si vous voulez. Et elle sera dispo en 2018-19 si tout va bien. Bon, et les mecs, ils veulent être meilleurs que la Tesla. Alors quand on regarde les specs, genre, ils ont une accélération, vous savez, à 10 secondes, là, en 10 secondes, on mesure l'accélération, et ils battent la Tesla de 1 chouïa. Ok, d'accord, mais bon, passer de 120 000 euros ou 100 000 euros ou 35 000 euros pour la Tesla S3 à 300 000 euros pour gagner un chouïa d'accélération sur une vitesse que de toute façon, tu n'auras jamais le droit d'utiliser, sauf sur circuit, je ne vois pas trop l'intérêt. C'est la magie des effets d'annonce sur le CES. Les tableaux de bord, alors parmi les tableaux de bord un peu du futur, il y a celui-là. Alors celui-là, il fait partie des fausses bonnes idées qui ne marcheront pas, mais j'aime bien les décrire. Ça, c'est un système haptique dans l'air. C'est un système, ils appellent ça holoactive. Vous mettez la main et vous rapprochez la main du tableau de bord, là, du cockpit, et la main se met à vibrer. Vous ressentez des vibrations. Ça marche comment? Ça utilise une technologie anglaise, une start-up qui s'appelle Ultra Haptics, qui avait son propre stand aussi ailleurs au CES. Ça, c'est la généalogie technologique. Et qui est capable d'envoyer des ultrasons ciblés sur votre main. Très bien. Bon, sauf que quand vous mettez la main, ça chatouille, mais ce n'est pas super précis. Donc ça peut faire monter le volume, baisser le volume, mais je ne suis pas sûr que ce soit le truc du futur fantastique. Et il y aura probablement mieux avec des capteurs 3D, du RealSense d'Intel ou des équivalents, que ce truc-là qui est un petit peu mi-figue, mi-raisin. Mais ils ont réussi à le fourguer à BMW quand même. Bon, bah, très bien. Vous avez Valeo, je l'évoquais tout à l'heure, c'est une belle boîte française qui est présente dans le monde entier, qui équipe la moitié des voitures dans le monde, et qui a en fait une solution de conduite assistée ou autonome en pièces détachées. Et c'est aux constructeurs de l'intégrer. Donc, ils sont d'ailleurs partenaires, alors je ne sais plus si c'est pas Mobileye, mais je me trompe peut-être. Enfin, ils sont partenaires d'autres sociétés du secteur, et ils proposent des solutions pour conduire en environnement urbain ou type autoroute, on poursuit les voitures qui sont devant, pour doubler. J'ai testé une voiture qui doublait. Ils sont capables de garer depuis longtemps une voiture avec un créneau arrière. Ils sont capables de vous créer un rétroviseur actif qui vous affiche en fait l'image qui est derrière, rajoutée aux enfants qui sont en dessous, avec des informations additionnelles, tout en permettant une mise au point à l'infini de l'œil. Vous me suivez? Quand vous regardez la route, de jour en tout cas, votre mise au point de l'œil, elle est infinie. C'est-à-dire que vous ne regardez pas près, vous regardez loin. Et si vous avez un miroir avec un écran, ce qui se vend aujourd'hui en aftermarket dans l'automobile,
vous êtes obligé, si vous regardez ça, de faire la mise au point près. Et donc c'est très perturbant pour la conduite de faire la mise au point près et la mise au point loin. Et leur système permet de rester toujours à la mise au point à l'infini dans les deux cas. Donc c'est plus confortable pour le conducteur d'utiliser le rétroviseur dans ces conditions-là. Donc c'est des astuces techniques, optiques, qui ne sont pas inintéressantes. Alors l'écosystème, en ce moment, dans la voiture autonome, il est complètement excité autour d'un truc particulier, qui est ce qu'on appelle les lidars. Vous avez entendu parler de ce genre de produit? Les lidars, donc c'est une technique qui utilise un laser sur, en général, un bitonio qui est rotatif et qui scanne l'environnement et qui est capable d'identifier la distance et la position des objets et leur mouvement grâce à l'effet Doppler. Et donc, il est capable de dire que là, il y a un vélo qui bouge, là, il y a une voiture qui bouge à telle vitesse, et donc elle est dangereuse, là, il y a un piéton, etc. Et la société qui fait ça, c'est leader mondial, c'est une boîte californienne qui s'appelle Velodyne, et ils ont un beau stand, ça fait des années qu'ils sont dans ce marché-là, et ils essayent de miniaturiser la technologie. Et l'année dernière, ils ont sorti le POC, qui est ce petit truc-là, qui vaut 9 000 $. Ça coûte un peu cher quand même, parce qu'il y a un mélange de mécanique et d'électronique dedans. Et donc, il y a tout un tas de boîtes qui se sont créées, dont les noms sont ici, qui prétendent créer l'équivalent, mais sans pièces mobiles, avec juste un semi-conducteur, et en général avec de l'optronique, avec des espèces de balais à laser qui envoient plein de lasers en même temps, en balayant comme ça l'espace, et ils se battent en duel. Donc d'un côté, vous avez le leader qui est cher, mais qui est mécanique, et de l'autre côté, plein de boîtes qui ne sont pas mécaniques, qui sont moins chères. En fait, quand vous creusez, on a vu 2-3 spécialistes en visitant le salon, en fait, vous vous rendez compte que ceux qui font ça ne font pas la même chose que ceux qui font ça. Ceux qui font ça, ils sont capables de scanner vraiment à 360 degrés ce qui est autour de la voiture. Et ceux qui font ça, ils sont capables plutôt de regarder dans une direction ce qu'il y a devant ou derrière la voiture. Donc en fait, ils sont complémentaires. Et ils ont tous d'ailleurs des méthodes différentes. Ça, c'est un schéma très simple qui montre comment une voiture traditionnelle va utiliser des radars et des capteurs à ultrasons pour identifier ce qui est autour de la voiture. Ça, c'est pour détecter les obstacles, vous faire des bip-bip quand vous garez en marche arrière. C'est classique. La nouvelle méthode, c'est de rajouter des lidars. Il y a une différence, hein. Vous suivez, hein. Il y a une différence, c'est que le lidar, lui, il est mis devant ou derrière ou autour, et il est capable d'avoir une vision beaucoup plus précise de la distance, de la position et de la vitesse de tous les objets autour de la voiture. Et la conduite autonome dépend énormément de ces technologies-là. Donc il y a une bataille qui est en train de se mener, là, plein d'acteurs. Alors les noms que j'ai mis là, tous ces noms-là, c'est des boîtes qui ont levé entre 50 et 150 millions de dollars. Israéliennes, américaines. Il y a une canadienne qui s'appelle Edartech. C'est des gros investissements parce qu'à la clé, il y a des dizaines de millions de voitures à équiper dans les 10 ans qui viennent. Donc, ils se battent pour être présents sur ces marchés-là. Et il y a Nvidia, je passe, puisqu'on en a déjà parlé. Les drones.